La dette est exigible maintenant. Le silence qui suit cette phrase dans la salle de bal de Paris est plus tranchant que le diamant de 100 000 € que Javicia vient de poser sur le marbre. Pendant 6 ans, Lucien Delaunay a cru posséder cette femme comme il possède ses fonds d'investissement. Il l'a humiliée publiquement, la traitant de « chanceuse ». Mais ce soir, l'arrogance change de camp. Ce n'est pas un divorce, c'est une liquidation judiciaire de leur mariage. Découvrez comment une femme effacée a orchestré la chute silencieuse d'un empire. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les récits de pouvoir, abonnez-vous et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. La salle de bal de l'hôtel particulier vibrait d'un murmure feutré où se mêlaient parfums coûteux, verres de cristal et certitude d'appartenance. Ce dîner de levée de fonds n'était pas annoncé publiquement et ceux qui avaient reçu l'invitation savaient que le prix du couvert, 15 000 € par personne, n'achetait pas seulement un repas, mais une place symbolique dans un cercle étroit. 180 invités, pas un de plus, issus de la finance et de l'immobilier, occupaient l'espace avec la familiarité de ceux qui se savent chez eux, partout où l'argent décide. Lucien Delaunay se tenait près de l'estrade, costume sombre parfaitement ajusté, sourire mesuré, posture assurée. À 38 ans, il présidait un fonds d'investissement spécialisé dans le rachat de dettes d'entreprises en difficulté, un secteur qu'il présentait comme une activité de sauvetage économique, bien que beaucoup y voient surtout un art de transformer la chute des autres en opportunité personnelle. Ce soir-là, il était l'invité d'honneur, celui que l'on avait convié à parler parce qu'il venait de finaliser une opération spectaculaire, le redressement d'un groupe industriel que tous croyaient condamné. Les conversations se taisaient progressivement à mesure que l'attention se tournait vers lui. Javicia Sylla observait la scène depuis une table située légèrement en retrait, à l'angle de la salle. Elle avait 32 ans et partageait la vie de Lucien depuis 6 années de mariage légal, mais aucun cartel ne portait son nom et aucune brochure de l'événement ne la mentionnait comme mécène. Sa place n'était pas parmi les donateurs principaux, bien qu'elle eût contribué financièrement à bien des projets de son mari. La disposition des tables dessinait une hiérarchie claire, et Javicia se trouvait là où l'on plaçait les épouses discrètes, celles que l'on suppose satisfaites de regarder sans être vues. Lorsqu'il prit la parole, Lucien déploya le récit qu'il maîtrisait à la perfection. Il évoqua des chiffres impressionnants, un taux de rendement interne de 27%, 15 opérations conclues en 4 ans, des milliers d'emplois prétendument préservés. Chaque donnée renforçait l'image d'un homme qui avait su imposer sa vision et son intelligence stratégique. Il ponctuait ses phrases de silence calculé, laissant au public le temps d'admirer ce qu'il suggérait sans jamais le dire entièrement. Puis, dans un mouvement qui semblait improvisé, il fit allusion à sa vie personnelle. Il parla de sacrifices, de nuits sans sommeil, et laissa échapper, avec un rire léger, une phrase qui déclencha un écho immédiat dans la salle. « J'ai construit tout ça. Elle a eu la chance de me suivre. » Le ton se voulait amusé, presque tendre, mais la structure de la phrase installait une vérité implicite, celle d'une trajectoire solitaire à laquelle une autre personne aurait été simplement associée. Les rires furent polis, synchronisés, parfaitement dosés pour signifier l'approbation sans excès. Javicia sourit à son tour, un sourire calme, maîtrisé, qui ne trahissait ni surprise ni douleur. Elle ne baissa pas les yeux et ne chercha pas à attirer l'attention. Son silence, dans cet instant précis, devint une surface neutre, sur laquelle chacun projetait ce qu'il voulait croire. Pour Lucien, c'était la confirmation qu'il pouvait se permettre ce genre de remarques sans conséquence. Pour les autres, c'était l'image rassurante d'un couple conforme aux codes qu'ils connaissaient. Non loin d'elle, une investisseuse d'âge mûr, élégante et attentive, se pencha vers son voisin et murmura une question à peine audible. Elle s'étonnait de l'absence de réaction de Javicia, se demandant si cette femme parlait jamais. La remarque ne cherchait pas la cruauté, mais elle contribuait à figer une réputation, celle d'une épouse silencieuse, présente sans jamais troubler l'ordre établi. Javicia connaissait ce mécanisme depuis longtemps. Lucien aimait manier l'humour en public, transformant des déséquilibres réels
en anecdotes inoffensives. Plus tard, à huis clos, lorsqu'elle évoquait ce qui l'avait blessée, il répondait qu'elle exagérait, qu'elle était trop sensible, qu'il n'y avait là qu'une plaisanterie mal comprise. Cette répétition avait fini par créer un terrain où ses perceptions semblaient toujours discutables, alors que les siennes devenaient la norme incontestable. Sur l'estrade, Lucien terminait son discours sous une salve d'applaudissements. Il savourait l'instant, conscient de l'effet produit, convaincu que chaque détail confirmait son autorité. Javicia, quant à elle, porta la main à sa bague de mariage et la fit tourner lentement autour de son doigt. Le geste était discret, presque machinal, mais son regard demeurait fixe, lucide. Il n'y avait pas de tristesse dans ses yeux, seulement une évaluation silencieuse, comme si elle mesurait un espace invisible entre ce qui venait d'être dit et ce qui restait à venir. Le lendemain du dîner, l'appartement paraissait étrangement silencieux, comme si les murs eux-mêmes avaient retenu leur souffle après la représentation de la veille. Javicia se leva avant Lucien, par habitude plus que par nécessité, et prépara le café dans une cuisine où chaque objet avait été choisi par son mari, validé par son goût, inscrit dans son idée de la réussite. Rien n'était laid, rien n'était inutile, mais rien ne portait vraiment sa trace à elle. Cette absence, elle l'avait longtemps confondue avec une forme de confort. Assise à la table en marbre, elle consulta le relevé de son compte secondaire, celui que Lucien appelait, avec un sourire indulgent, son « argent personnel ». 3 200 € y avaient été versés comme chaque mois, une somme fixe, régulière, suffisante pour les dépenses quotidiennes, mais soigneusement dissociée de tout ce qui comptait vraiment. Le compte principal, celui où transitaient les revenus, les investissements et les décisions, restait hors de sa portée. Lucien en contrôlait l'accès, les codes, les justificatifs, toujours sous prétexte de simplifier les choses. Elle se souvenait des premières années de leur mariage, lorsque cette organisation lui avait semblé logique. Lucien expliquait qu'il était plus efficace qu'une seule personne centralise les choix importants, surtout quand il s'agissait d'immobilier, de placement ou de garantie financière. Elle avait acquiescé, convaincue qu'il agissait pour le bien commun. Peu à peu, chaque décision majeure avait été prise en son nom à lui, pour des raisons pratiques, disait-il, comme si la légalité et la propriété n'étaient que des détails administratifs. Un souvenir précis s'imposa à elle, celui d'une transaction conclue 4 ans plus tôt. Elle avait alors apporté 280 000 € provenant d'un héritage modeste mais significatif, une somme qu'elle avait confiée à Lucien pour soutenir un projet qu'il disait prometteur. Lorsque les documents officiels avaient été établis, cette contribution avait disparu des lignes de financement et avait été requalifiée en cadeau, un geste affectueux lié à leur union. Elle avait protesté timidement et Lucien avait ri, affirmant que cela ne changeait rien, que tout leur appartenait de toute façon. Chaque fois qu'elle tentait de revenir sur ces sujets, la conversation prenait un tour familier. Lucien fronçait les sourcils, l'accusait de se perdre dans des détails imaginaires et répétait qu'elle se faisait des films. Cette phrase revenait comme un refrain, effaçant peu à peu la certitude de ses propres souvenirs. Lorsqu'elle insistait, il changeait de registre et parlait de la pression qu'il supportait, du poids de la responsabilité, de la fatigue d'être celui qui devait penser à tout pour deux. Javicia avait appris à se taire dans ces moments-là. Elle avait compris que contester frontalement ne menait qu'à des discussions interminables où elle sortait toujours épuisée et coupable. Le silence devenait une stratégie de survie, un moyen de préserver un équilibre fragile. À l'extérieur, ce mutisme était interprété comme une preuve de satisfaction, voire de gratitude. Les amis du couple évoquaient souvent sa chance, soulignant le confort matériel dans lequel elle vivait, sans imaginer les concessions invisibles qui l'accompagnaient. Lucien conservait tous les documents financiers dans un coffre installé dans son bureau, une pièce à laquelle elle n'entrait presque jamais. Il prétendait que les dossiers étaient trop complexes, qu'il n'avait pas besoin d'encombrer son esprit avec des chiffres anxiogènes. Javicia n'avait jamais vu un rapport complet, jamais tenu entre ses mains un état précis de leur situation réelle. Cette ignorance entretenue était présentée comme une protection, mais elle agissait surtout comme une frontière.
En observant sa propre réaction, elle reconnut ce qui l'avait maintenue dans cette posture pendant si longtemps. Elle avait choisi l'adaptation plutôt que la confrontation, persuadée que la paix valait mieux que la vérité. Cette faiblesse, elle la voyait désormais avec une clarté nouvelle. Elle comprenait que se taire n'avait pas protégé leur relation, mais avait consolidé un système où sa place restait toujours secondaire. En rangeant les tasses, elle se remémora une conversation récente, survenue presque par accident. Lucien, distrait par un appel, avait laissé échapper un chiffre en parlant d'un projet en cours. Il avait évoqué un manque, une somme manquante, prononcée trop vite pour être corrigée. Moins 1 800 000, avait-il dit avant de se reprendre. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, mais ce matin-là, ce nombre résonnait avec insistance. Javicia comprit que quelque chose se fissurait en elle. Ce n'était pas encore un plan, ni même une décision claire, mais la naissance d'un besoin nouveau. Elle ressentait l'urgence de tracer des limites, de ne plus participer passivement à un mécanisme qui la réduisait au silence. Pour la première fois, elle envisagea que rester immobile n'était plus une option acceptable. Les mois qui suivirent ne furent pas marqués par des disputes spectaculaires, ni par des ruptures visibles, mais par une transformation silencieuse et méthodique. Javicia continua d'habiter le même appartement, de partager les mêmes dîners et d'écouter les mêmes récits professionnels de Lucien, tout en construisant, en parallèle, un espace intérieur qui ne lui appartenait qu'à elle. Ce n'était ni une dissimulation, ni une manœuvre secrète, mais une séparation progressive, patiente, presque clinique. Chaque soir, lorsqu'elle se retrouvait seule quelques minutes, elle consignait dans un carnet à couverture sombre des détails que personne ne jugeait importants. Elle notait les dates, les heures, les phrases exactes que Lucien prononçait lorsqu'il parlait de ses affaires. Elle relevait les montants évoqués à la volée, les hésitations, les chiffres corrigés trop vite. Ce travail s'étendit sur 10 à 8 mois, sans précipitation, comme une archive personnelle destinée non à accuser, mais à comprendre. En parallèle, Javicia avait accepté des missions de conseil en organisation auprès de 3 petites et moyennes entreprises. Ces collaborations, modestes en apparence, lui procuraient un revenu stable d'environ 9 000 € par mois. Elle travaillait à distance, ajustant des processus internes, optimisant des flux logistiques, sans jamais en faire un sujet de conversation majeur à la maison. Lucien savait qu'elle avait une activité, mais il n'y voyait qu'un passe-temps valorisant, sans portée réelle. Avec ses revenus, elle ouvrit un compte bancaire strictement personnel, sans l'associer à celui de son mari. Elle choisit des placements prudents, des obligations à rendement fixe de 2,9%, refusant toute tentation spéculative. L'objectif n'était pas de s'enrichir rapidement, mais de bâtir une base autonome, transparente et maîtrisée. Cette clarté nouvelle contrastait avec l'opacité à laquelle elle s'était habituée. C'est à cette période qu'elle reprit contact avec Maëlle Rousset, une ancienne camarade d'université devenue auditrice financière. Maëlle était une femme rigoureuse, attentive aux détails, et surtout respectueuse des limites. Leur relation se fondait sur la confiance intellectuelle, sans jamais franchir le cadre légal. Ensemble, elles analysaient des rapports publics, des bilans accessibles, des communiqués d'entreprise, cherchant à comprendre les mécanismes sans jamais fouiller ce qui ne leur appartenait pas. Au fil de ces lectures, un décalage apparut entre le discours confiant de Lucien et la réalité chiffrée de certains projets. L'un d'eux, souvent présenté comme une réussite, accumulait en réalité une dette de 6 400 000 €. Ce passif, dissimulé sous des montages temporaires, nécessitait régulièrement des apports extérieurs pour maintenir l'illusion de la rentabilité. Javicia reconnut alors la nature exacte de ces appels à contribution déguisés qu'elle avait acceptés autrefois, sans poser de questions. Un soir, Lucien aborda le sujet avec une assurance inhabituelle. Il évoqua un prêt à consolider, une formalité administrative, et lui demanda de signer une garantie dite souple, sans engagement réel, selon ses mots. Javicia écouta attentivement, posa quelques questions simples, puis répondit calmement qu'elle ne souhaitait pas signer. Ce refus,
prononcée sans colère ni justification excessive, marqua une rupture invisible mais décisive. La réaction de Lucien ne fut pas explosive. Il se contenta d'un silence glacial, d'une distance calculée. Les dépenses communes furent réduites sans explication. Les attentions quotidiennes disparurent. Il ne la confronta pas directement, préférant une absence qui pesait davantage que des reproches. Cette stratégie, qu'il avait souvent utilisée pour rétablir son ascendant, rencontrait cette fois une résistance inattendue. Javicia ressentit la tension, mais elle ne recula pas. Elle comprit que poser une limite n'était pas un acte ponctuel, mais une posture à maintenir malgré l'inconfort. Les jours passèrent et l'atmosphère demeura froide, ponctuée de conversations strictement fonctionnelles. Elle observa ce changement sans se justifier, consciente que céder reviendrait à effacer la frontière qu'elle venait à peine de tracer. Lorsque la saison des galas reprit, ils furent invités à une nouvelle soirée mondaine. La salle brillait des mêmes lustres, et les invités échangeaient les mêmes sourires codifiés. Javicia retrouva sa place en retrait, tandis que Lucien circulait avec aisance, reprenant son rôle public. À mesure que la soirée avançait, elle sentit le poids des regards, la répétition du scénario, comme si rien n'avait changé. Alors que les convives commençaient à quitter la salle, Lucien s'approcha d'elle et posa un bras autour de ses épaules devant témoin. Le geste se voulait familier, presque affectueux, mais il portait une intention claire, celle de réaffirmer une image de couple intacte. Javicia se laissa faire, consciente que cet instant public n'était pas le lieu du refus, mais elle nota intérieurement la précision du mouvement, la nécessité pour lui de rétablir la façade. Elle leva les yeux vers la salle, observa les dernières lumières et sut que ce moment n'était qu'une étape. La préparation silencieuse touchait à sa fin, et ce qui avait commencé comme une adaptation devenait désormais une ligne qu'elle n'était plus disposée à franchir à reculons. La soirée avançait vers son apogée, ce moment flou où les conversations ralentissent et où l'alcool polit les certitudes. Les serveurs circulaient avec une précision silencieuse, retirant des verres à moitié pleins, remplissant d'autres sans jamais interrompre un échange. La salle baignait dans une lumière chaude, étudiée pour flatter les visages et gommer les aspérités. Tout semblait conçu pour maintenir l'illusion d'une harmonie parfaite. Lucien se tenait près d'une table haute en marbre clair, entouré de plusieurs invités qui acquiesçaient à ses propos avec une attention admirative. Javicia se trouvait à ses côtés, légèrement en retrait, comme souvent. Elle percevait le rythme de la soirée, non par ce qui se disait, mais par les gestes, les regards, les micro-signes d'une hiérarchie tacite qu'elle connaissait désormais trop bien. Lucien leva son verre et se pencha vers elle. Sa voix était basse, presque tendre, mais suffisamment claire pour franchir la courte distance qui les séparait des autres. Il lui parla sans détour, avec cette assurance tranquille qu'il réservait aux phrases qu'il jugeait incontestables. Il lui rappela, en quelques mots, que sa présence dans ce lieu dépendait de lui, que sans son nom, sans sa position, elle n'aurait été qu'une silhouette anonyme parmi tant d'autres. La phrase glissa dans l'air comme une évidence supposée, sans agressivité apparente, mais chargée d'un pouvoir ancien. Javicia le regarda et sourit. Ce sourire-là n'avait rien de conciliant ni de prudent. Il n'était ni ironique ni provocateur. Il était simplement libre de toute soumission. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas à atténuer l'impact de ce qu'elle ressentait. Elle se contentait d'être présente à elle-même, consciente de chaque battement de son cœur, de chaque détail de la scène. Sans se presser, elle porta la main à sa bague de mariage. Le métal glissa facilement, comme s'il avait attendu ce moment. Elle la posa sur la surface lisse du marbre, entre deux verres, avec un soin presque cérémoniel. Le geste n'était ni théâtral ni brusque. Il était précis, définitif, inscrit dans une temporalité qui lui appartenait. Elle se rapprocha légèrement de Lucien et murmura une seule phrase. Sa voix était calme, sans tremblement, dénuée de toute émotion excessive. Elle évoqua une dette arrivée à échéance, utilisant un vocabulaire qui, pour les autres, n'avait rien d'extraordinaire. Pour Lucien, ces mots prirent un poids immédiat, presque physique. Ils résonnèrent bien au-delà de leur simplicité apparente.
Il resta immobile un instant, comme si le temps s'était suspendu autour de lui. Les conversations se poursuivaient, les rires éclataient çà et là, mais pour lui, le monde venait de se rétrécir. Javicia ajouta alors un chiffre, prononcé sans emphase, comme une précision anodine, 1 800 000. Ce nombre, qu'il avait autrefois laissé échapper par inadvertance, se dressa entre eux comme une preuve muette. Lucien tenta de réagir. Un rire nerveux s'échappa de sa gorge, trop rapide, trop aigu, pour paraître sincère. Il chercha à transformer l'instant en plaisanterie, à retrouver le ton léger qui lui avait toujours permis de reprendre le contrôle. Pourtant, sa main, celle qui tenait le verre, tremblait légèrement. Ce détail infime ne passa pas inaperçu pour ceux qui le regardaient avec attention. Quelques invités cessèrent de parler. Sans comprendre les mots échangés, ils perçurent la tension, l'incongruité du geste. Le silence ne s'installa pas franchement, mais une onde de curiosité parcourut le groupe. Les regards se faisaient plus insistants, les sourcils se fronçaient. Dans cet univers où l'image comptait autant que la réalité, une fissure venait d'apparaître. Javicia ne chercha pas à expliquer. Elle n'offrit aucune justification, aucun discours. Elle reprit son sac, jeta un dernier regard à la salle et s'éloigna. Son départ ne fut accompagné d'aucune scène, d'aucune exclamation. Elle traversa l'espace avec la même retenue que celle qui avait longtemps été interprétée comme de la docilité. La différence, cette fois, résidait dans l'intention. Elle partait par choix, non par effacement. Lucien resta là, figé, entouré de regards qu'il sentait désormais moins bienveillants. Il comprit, avec un retard douloureux, que Javicia n'avait jamais été aussi passive qu'il l'avait cru. Elle avait observé, mémorisé, évalué. Ce qu'il prenait pour de la dépendance n'était qu'une patience stratégique. En une poignée de secondes, l'équilibre qu'il croyait immuable s'était déplacé. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Lucien se retrouva seul avec cette certitude nouvelle. Javicia savait. Elle savait bien plus qu'il ne l'avait imaginé, et cette connaissance venait de trouver une première expression publique. Le gala, censé célébrer son pouvoir, venait d'en révéler la fragilité. L'appartement les accueillit dans un silence pesant, un silence différent de celui qui suivait habituellement les soirées mondaines. Ce n'était pas un calme réparateur, mais une attente tendue, comme si l'espace lui-même pressentait l'affrontement à venir. Lucien referma la porte avec plus de force que nécessaire et posa ses clés sur la console sans chercher à masquer son agitation. Javicia retira son manteau lentement, avec la même précision mesurée qui l'avait accompagné toute la soirée. Il ne lui laissa pas le temps de s'installer. Sa voix s'éleva, chargée d'une émotion qu'il présentait comme une souffrance. Il parla de destruction, de trahison, de l'humiliation qu'il venait de subir. Il affirma qu'elle le mettait en danger, qu'elle sapait tout ce qu'il avait construit, qu'elle jouait avec des équilibres qu'elle ne comprenait pas. Les mots étaient forts, accusateurs, calibrés pour susciter la culpabilité. Il conclut en disant qu'elle le détruisait, comme s'il s'agissait d'un fait incontestable. Javicia l'écouta sans l'interrompre. Elle ne répondit ni par la colère, ni par la défense. Lorsqu'il eut terminé, elle se dirigea vers la table du salon et sortit une chemise cartonnée. À l'intérieur, des feuilles soigneusement organisées, sans annotation superflue, sans commentaire émotionnel. Elle les étala devant lui, avec un calme presque déroutant. Elle lui expliqua simplement ce que contenaient ces pages. 11 montants distincts, versés à différentes périodes, pour soutenir des projets, couvrir des frais, combler des manques temporaires. Chaque somme était accompagnée d'une date et d'un contexte. Le total atteignait 312 400 €. Elle précisa, d'une voix posée, que cet argent provenait de ses ressources personnelles et qu'il n'avait jamais été restitué ni reconnu comme un prêt. Lucien resta un instant silencieux. Il parcourut les chiffres, fronça les sourcils, chercha une faille. Puis, il tenta de minimiser, parlant de détails, de confusion, affirmant que tout cela faisait partie de leur vie commune. Javicia ne contesta pas. Elle se contenta de rappeler qu'elle ne demandait pas un remboursement immédiat. Sa décision portait sur autre chose.
Elle annonça qu'elle mettait fin à toute forme de garantie, directe ou indirecte, pour ses opérations financières. Ce fut à cet instant que la façade de Lucien se fissura réellement. L'assurance qu'il affichait d'ordinaire laissa place à une inquiétude visible. Il posa des questions rapides, chercha à comprendre les conséquences, évoqua des échéances proches, des partenaires exigeants. Sa voix perdit de sa stabilité. Pour la première fois, Javicia percevait chez lui une peur qu'il ne savait pas dissimuler. Il tenta alors les stratégies qu'il maîtrisait depuis des années. Il la rabaissa subtilement, suggérant qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire pour saisir l'ampleur de ce qu'elle faisait. Il lui reprocha son manque de soutien, insinua qu'elle profitait de sa réussite sans en assumer les risques. Puis il changea de ton, promit des ajustements, des discussions futures, une meilleure transparence, tout ce qu'elle avait longtemps attendu, mais qui arrivait trop tard. Javicia demeura impassible. Elle ne pleura pas, ne se justifia pas. Elle répondit brièvement, rappelant les faits, sans jamais s'engager dans le terrain émotionnel qu'il tentait de créer. Cette retenue, loin d'être une faiblesse, renforçait la clarté de sa position. Elle n'était plus là pour négocier une reconnaissance, mais pour poser une limite. Elle lui annonça alors sa décision suivante. Dans un délai de 45 jours, il procéderait à une séparation des dépenses courantes et des biens liés à leur vie quotidienne. Elle parlait d'organisation, de calendrier, de modalités pratiques. Rien dans son ton ne laissait place à l'ambiguïté. Ce n'était pas une menace, mais une information. Lucien comprit que quelque chose avait changé de manière irréversible. Il chercha le compromis, une zone floue où il pourrait encore manœuvrer, mais il n'en trouva pas. Chaque tentative se heurtait à une réponse nette, factuelle, sans agressivité. L'absence de drame le désarmait davantage que n'importe quel éclat de voix. La conversation se termina sans conclusion spectaculaire. Lucien se détourna, parcourant la pièce comme un animal en cage. Javicia rangea les documents et quitta le salon, laissant derrière elle un homme confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Pour lui, l'effondrement ne venait pas d'une attaque extérieure, mais de la perte d'un soutien qu'il avait tenu pour acquis. Plus tard dans la nuit, Lucien s'installa seul à la table, son téléphone à la main. Il consulta ses messages, ses contacts, cherchant des solutions rapides. Il commença à appeler, d'abord avec assurance, puis avec une urgence de plus en plus difficile à dissimuler. Les mots qu'il prononçait n'étaient plus ceux d'un dirigeant sûr de lui, mais ceux d'un homme qui découvrait la fragilité de ses appuis. Javicia, dans la chambre, entendait à peine les fragments de conversation. Elle se sentait étrangement calme. L'affrontement qu'elle avait redouté n'avait pas pris la forme attendue. Il n'y avait eu ni cri ni violence, seulement la fin d'une illusion. En posant ses limites, elle avait déplacé l'équilibre sans chercher à vaincre. Elle comprit que ce moment marquait un point de non-retour et que la suite se jouerait désormais sur un terrain où le contrôle ne serait plus unilatéral. Les conséquences ne se firent pas attendre, mais elles ne prirent pas la forme spectaculaire que Lucien redoutait autrefois lorsqu'il imaginait une chute. Elles arrivèrent par vagues administratives, par courriels concis, par silence inhabituel là où il recevait d'ordinaire des réponses rapides. Le prêt sur lequel il comptait pour stabiliser sa trésorerie resta suspendu, puis fut officiellement refusé. L'absence de garantie familiale, jusque-là considérée comme acquise, avait suffi à bloquer le processus. Les termes étaient polis, irrévocables, et ne laissaient aucune place à la négociation. Lucien tenta de compenser par des appels à ses partenaires habituels. 2 d'entre eux, après avoir demandé des précisions, se retirèrent discrètement. Ils évoquaient des incohérences dans les chiffres, des projections trop optimistes, des éléments qu'ils souhaitaient clarifier avant de s'engager davantage. Ces réserves, qu'il avait toujours su contourner par son assurance, prenaient soudain une dimension concrète. Le doute s'installait là où la confiance suffisait auparavant. Le projet principal, celui qu'il présentait comme le pilier de son portefeuille, fut réévalué par un cabinet indépendant. La nouvelle estimation réduisait sa valeur de 40%, un chiffre qui ne relevait pas de l'opinion, mais d'un calcul froid
fondée sur des données désormais scrutées avec attention. Cette révision eut un effet immédiat sur sa crédibilité. Les conversations se faisaient plus rares, les promesses plus conditionnelles. Javicia observait ses mouvements à distance. Elle ne commentait pas, ne cherchait pas à accentuer la pression. Elle avait simplement cessé de participer au système qui permettait à Lucien de maintenir l'illusion de la stabilité. Elle continuait son travail, gérait ses comptes, respectait les délais qu'elle avait annoncés. Sa posture n'était ni punitive, ni vindicative. Elle se contentait de se retirer, laissant les mécanismes internes suivre leur cours. Face à l'urgence, Lucien dut prendre des décisions qu'il avait longtemps repoussées. Il mit en vente l'appartement secondaire qu'il utilisait comme réserve de valeur, un bien acquis dans une période d'euphorie où la liquidité semblait éternelle. La transaction se conclut rapidement, à un prix inférieur à ses attentes, mais suffisante pour couvrir certaines échéances immédiates. Ce sacrifice matériel, qu'il considérait naguère impensable, lui apparut soudain comme un moindre mal. C'est dans ce contexte qu'il demanda à parler à Javicia. Il choisit ses mots avec précaution, insistant sur la nécessité d'une discussion apaisée, d'un échange entre deux adultes responsables. Il évoqua l'égalité, le respect mutuel, des termes qu'il avait rarement employés auparavant sans arrière-pensée. Pour la première fois, il se présentait non comme celui qui décide, mais comme celui qui sollicite. Ils se retrouvèrent dans le salon, à la même table où tant de conversations avaient été éludées. Lucien adopta un ton mesuré, presque humble. Il parla de fatigue, de pression, de la difficulté à porter seul des responsabilités trop lourdes. Il suggéra qu'il pouvait repartir sur de nouvelles bases, corriger ce qui avait été mal fait, retrouver une forme d'équilibre. L'idée de la réconciliation flottait dans l'air, présentée comme une solution raisonnable face au chaos. Javicia l'écouta attentivement. Elle reconnaissait le changement de registre, l'effort visible pour abandonner la domination au profit d'un dialogue. Pourtant, elle ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle prit la parole, ce fut pour préciser qu'elle ne souhaitait pas se précipiter vers une réconciliation dictée par l'urgence. Elle expliqua que les discussions égalitaires ne pouvaient exister que dans un cadre clair, sans dépendance implicite, ni zone d'ombre. Elle proposa alors une alternative, un accord de séparation transparent, établi dans le respect mutuel, sans accusation publique, ni tentative de dénigrement. Elle parlait de modalités pratiques, de délais, de répartition équitable, sans jamais remettre en question la dignité de l'un ou de l'autre. Sa proposition n'avait rien d'une vengeance. Elle visait à mettre fin à une dynamique devenue intenable. Lucien comprit, à cet instant, que la perte qu'il craignait n'était pas celle de son mariage, mais celle d'un système de contrôle qu'il avait confondu avec la sécurité. La perspective de signer un accord clair, sans possibilité de manipulation ultérieure, lui semblait plus menaçante que la solitude. Il mesurait enfin ce qu'il avait risqué en considérant la patience de Javicia comme une faiblesse. La discussion se prolongea tard dans la soirée. Les mots échangés n'étaient plus des armes, mais des constats. Lucien tenta encore de gagner du temps, de proposer des ajustements mineurs, mais Javicia resta ferme. Elle ne refusait pas le dialogue, elle refusait l'ambiguïté. Cette constance, qu'il n'avait jamais perçue auparavant, acheva de le convaincre qu'il n'y avait pas de retour possible à l'ancien équilibre. Lorsque les documents furent préparés, Lucien les parcourut lentement. Chaque clause limitait un peu plus les marges de manœuvre auxquelles il était habitué. Il sentit une résistance intérieure, un dernier réflexe de contrôle, mais il n'y avait plus de terrain pour l'exercer. En apposant sa signature, il reconnaissait non seulement la fin d'une union, mais la fin d'un mode de fonctionnement. Il signa. Le geste fut simple, presque banal, mais son poids symbolique était immense. Javicia observa la scène sans triomphe. Elle savait que ce moment n'était pas une victoire, mais un passage nécessaire. En quittant la pièce, elle sentit que la dynamique venait de s'inverser définitivement, non parce qu'elle avait pris le pouvoir, mais parce qu'elle avait cessé de le céder. Le changement ne se manifesta pas par un soulagement immédiat, mais par une réorganisation progressive, presque méthodique, de la vie de Javicia.
Elle quitta l'ancien appartement sans cérémonie, choisissant un logement plus petit, situé dans un quartier moins central, où les charges étaient réduites de 42%. Ce chiffre, qu'elle avait vérifié à plusieurs reprises, n'était pas une contrainte, mais une décision. L'espace était plus restreint, la vue moins spectaculaire, mais chaque mètre carré lui appartenait désormais sans condition implicite. Dans ce nouvel appartement, les silences n'étaient plus lourds. Ils n'étaient plus des pauses chargées de calcul ou d'anticipation. Ils devenaient simplement des moments de repos, des respirations naturelles entre deux journées bien remplies. Javicia s'aperçut que la liberté ne produisait pas d'euphorie constante, mais une stabilité discrète, presque imperceptible, qui se révélait dans les détails les plus ordinaires. Elle conserva son activité de consultante. Les contrats continuaient d'arriver avec une régularité rassurante, preuve que sa valeur professionnelle n'avait jamais dépendu du réseau ou de l'ombre de Lucien. Elle gérait ses missions avec la même rigueur qu'auparavant, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Son revenu restait stable, suffisant pour couvrir ses besoins et constituer une marge de sécurité. Cette continuité, loin d'être banale, confirmait que sa trajectoire n'avait pas été accidentelle. Javicia ne parla pas de victoire. Elle ne raconta pas les étapes de la séparation, ne détailla pas les concessions obtenues, ne chercha pas à réécrire l'histoire à son avantage. Lorsqu'on l'interrogeait, elle se contentait de réponses factuelles, dépourvues de charge émotionnelle. Cette retenue surprenait ceux qui s'attendaient à un récit de revanche ou à une dénonciation publique. Elle préférait laisser les faits s'imposer sans commentaire. Lucien, de son côté, poursuivait ses activités. Son entreprise existait toujours, mais elle avançait désormais sans filet. Chaque décision impliquait un risque réel. Chaque engagement nécessitait une justification solide. Il n'y avait plus de soutien tacite, plus de garanties silencieuses pour amortir les erreurs. Cette nouvelle réalité le forçait à une prudence qu'il n'avait jamais cultivée auparavant. Le rythme de son travail changea, moins flamboyant, plus contraint. Dans les cercles qu'ils fréquentaient autrefois ensemble, une compréhension progressive s'installait. Les connaissances communes, confrontées aux évolutions visibles de leurs situations respectives, commencèrent à réviser leurs interprétations initiales. Javicia n'apparaissait plus comme une bénéficiaire chanceuse d'un mariage avantageux, mais comme une professionnelle compétente qui avait choisi de se retirer d'un système déséquilibré. Cette reconnaissance n'était ni proclamée, ni revendiquée, mais elle s'imposait avec le temps. Un matin, Javicia prépara un envoi soigneusement ordonné. Elle plaça la bague dans un écrin sobre, accompagné d'un document de clôture détaillant les derniers ajustements financiers. Le tout fut expédié sans note personnelle, sans explication superflue. Ce geste, simple en apparence, marquait la fin définitive d'un lien juridique et symbolique. Il ne s'agissait pas d'un rejet, mais d'une restitution. En recevant le colis, Lucien comprit que le processus était irréversible. La bague, autrefois symbole d'engagement et de statut, n'avait plus de valeur stratégique. Elle ne pouvait ni réparer ce qui avait été perdu, ni rétablir l'ancien équilibre. Ce retour, accompagné d'un relevé précis, soulignait la nature comptable de leur séparation. Rien n'était laissé à l'interprétation. Pour Javicia, cette étape n'engendrait pas de satisfaction particulière. Elle constatait simplement que chaque élément retrouvait sa place légitime. Elle se répéta intérieurement une phrase qui résumait son parcours récent, non comme une justification, mais comme une clarification fondamentale. Une dette n'est pas une vengeance, c'est une limite. Cette limite, désormais établie, protégeait plus qu'elle ne punissait. Le nouvel équilibre ne reposait pas sur un renversement spectaculaire des rôles. Javicia ne cherchait pas à dominer, pas plus qu'elle n'acceptait d'être perçue comme une victime à plaindre. Elle avait quitté le jeu, et c'était précisément ce retrait qui redéfinissait la situation. En se soustrayant aux règles implicites de la manipulation, elle avait neutralisé leur effet. Le silence, autrefois interprété comme une faiblesse ou une soumission, changeait de nature. Il devenait un choix conscient, une forme de maîtrise qui ne nécessitait ni explication, ni validation externe. Dans ce silence réorganisé, Javicia trouvait une cohérence nouvelle.
Elle n'avait plus besoin d'anticiper les réactions de l'autre, ni de calibrer ses paroles pour maintenir un équilibre artificiel. Les jours passaient, structurés par des routines simples. Elle aménagea son appartement avec sobriété, sélectionnant chaque objet pour son utilité réelle. Cette approche se reflétait dans sa manière de travailler, de planifier, de se projeter. Rien n'était laissé au hasard, mais rien n'était surchargé. L'ordre qu'elle instaurait n'était pas rigide, il était fonctionnel. Lucien, observant de loin cette stabilité, mesurait la portée de ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas seulement une relation, mais une architecture invisible qui avait soutenu ses ambitions sans qu'il en reconnaisse la source. Désormais, chaque succès lui appartenait entièrement, tout comme chaque échec. Cette autonomie forcée constituait à la fois une contrainte et une leçon tardive. La conclusion de cette histoire ne se trouvait pas dans une confrontation finale ou dans un triomphe public. Elle résidait dans un réajustement silencieux des positions. La dette qui avait structuré leur relation n'était pas soldée par un transfert d'argent, mais par une récupération de pouvoir. En se retirant, Javicia avait repris ce qui lui avait toujours appartenu, la capacité de définir ses propres limites. Ainsi s'installa le nouvel ordre, sans vengeance, sans éclat, mais avec une clarté durable. Javicia avançait désormais dans un espace où chaque décision lui revenait pleinement, et où le silence n'était plus une absence, mais une affirmation. Merci d'avoir traversé les couloirs dorés et les silences glacials de l'histoire de Javicia Sylla avec moi. Les lumières de la salle de bal se sont éteintes, et Lucien Delaunay a appris la leçon la plus chère de sa vie. On ne bâtit jamais un empire sur le dos de quelqu'un que l'on sous-estime. Ce qui rend ce récit si percutant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fiction née du néant. Bien que les noms et les lieux aient été modifiés pour des raisons évidentes, cette histoire puise son inspiration dans les murmures bien réels des cercles de la haute finance. Ces contrats de mariage déséquilibrés, ces femmes trophées qui gèrent en secret les risques que leurs maris ignorent. Ces situations existent derrière plus de portes closes qu'on ne le pense à Paris, Londres ou New York. Javicia peut être un personnage, mais sa douleur et sa stratégie sont le reflet de nombreuses vérités silencieuses. Je pense que la plus grande erreur de Lucien n'était pas sa fraude financière, mais son arrogance intellectuelle. Il a confondu le silence de Javicia avec de la soumission. Il a oublié une règle fondamentale de la psychologie et des affaires. Celui qui parle le moins est souvent celui qui écoute et qui enregistre le plus. Javicia n'a pas gagné parce qu'elle était plus riche, mais parce qu'elle a compris que la dignité est une monnaie qui ne se dévalue jamais. Elle n'a pas cherché à le détruire par haine, elle a simplement clôturé le compte. C'est cette froideur rationnelle qui rend sa victoire si satisfaisante. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Javicia? Auriez-vous eu la patience d'attendre 6 ans pour frapper au moment parfait, ou auriez-vous brisé le silence plus tôt? J'ai hâte de lire vos analyses en commentaire. Si cette plongée dans les eaux troubles du pouvoir vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne pour que je puisse vous apporter d'autres histoires où la justice porte un masque inattendu. À très bientôt pour le prochain dossier.